Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 12 février pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques proposées chaque matin par les équipes de TV Vendée. Et si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant l'émission, un numéro de téléphone qui s'affiche, le 06 84 54 77 23. Il permet notamment de répondre à la question du jour ou tout simplement pour nous tenir informés du trafic que vous pourriez rencontrer sur la route ou bien de nous indiquer quel temps fait-il du côté de chez vous. C'est par exemple Benoît du Poiré-sur-Vie qui nous indiquait hier soir en fin de journée que des orages avaient éclaté du côté du Poiré-sur-Vie. Et justement, jetons un coup d'œil à la météo du jour en ce jeudi 12 février. La tempête Nils, qui est bien évidemment en train de s'abattre sur la France et la Vendée, qui n'est pas épargnée des vigilances jaunes aux vents violents, aux pluies et aux inondations, sont encore actuellement en cours. Perturbations pluvieuses donc sur l'ensemble de la Vendée. Un vent très vif qui souffle vent d'ouest en ce jeudi 12 février. Des pointes locales à plus de 100 km/h devraient être dépassées normalement aujourd'hui. Côté Mercure, 9 à 10 degrés, d'est en ouest ce matin. Et vous allez le voir cet après-midi, le Mercure grimpe légèrement, 12 degrés pour l'ensemble de la Vendée. Des perturbations qui se suivent et se ressemblent. Alors faites bien attention si vous sortez aujourd'hui en Vendée. Et justement, continuons ce point sur la météo avec un coup d'œil sur les marées du jour. Un coefficient certes bas, 29 à 31 aujourd'hui, mais le fort vent rend la mer très agitée. Donc attention à celles et ceux qui souhaiteraient se rendre en bord de mer. Une prochaine basse mer qui est prévue dans la fin de journée, 18h ou 19h30. Vous avez peut-être prévu de prendre la route ce matin. Voici les informations trafic, les chantiers que vous pourriez retrouver tout d'abord sur le réseau routier du côté de Comquier. Nous sommes sur la route départementale 754 entre Comquier et Saint-Christophe-du-Ligneron où un pont est fermé à la circulation pour des raisons de sécurité. La chute partielle de la voûte de ce pont est à l'origine de travaux d'urgence engagés par le département depuis le lundi de février. Je le rappelle, des travaux qui sont prévus sur l'ensemble de ce mois de février. La pose d'un pont en béton en préfabriqué est également prévue sur la fin du mois. Et puis un deuxième secteur, nous ne sommes pas très loin de Comquier et de Saint-Christophe-du-Ligneron. À Esnay, sur la 4 voies entre Esnay et La Roche-sur-Yon, des travaux de remplacement de panneaux ont débuté cette semaine. Conséquence, des basculements de voies sont opérés. Fin de chantier prévu début avril. Et puis l'information trafic sur l'eau, c'est l'annulation des traversées entre l'île Dieu et le continent pour les départs initialement prévus ce matin. Ils ont tous été annulés. Alors nous vous indiquons qu'il vaut mieux regarder sur les différents canaux de communication et d'information si vous avez prévu eh bien, de prendre l'une des traversées au cours de cette journée. Il pourrait bien évidemment s'avérer qu'elle soit annulée. Information sur les rails. Ce matin, je vous informais que le trafic était interrompu entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. L'arbre qui était couché sur les voies aux alentours de la Motte à Char a finalement été retiré par les agents de la SNCF. Le trafic reprend donc à la normale en cette matinée. Et puis, depuis hier, le SDIS de la Vendée a réalisé de nombreuses interventions, près de 11 déjà, en lien avec la tempête Nils, dont 2 évacuations de plusieurs habitations concernées par la montée des eaux. Il s'agit d'interventions sur les communes de Chantonnay et de Péau. Et en ce jeudi 12 février, le soleil se couchera tout à l'heure à 18h26. Nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement et nous fêtons en ce 12 février la Saint-Félix. Allez, il est l'heure de passer à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on
On commence bien évidemment ce journal avec la tempête Nils qui s'abat actuellement sur la France. Des coupures d'électricité qui ont d'ailleurs eu lieu dans le courant de la nuit et qui sont toujours d'actualité en ce jeudi matin. La Vendée n'est donc pas épargnée. Je vous le disais tout à l'heure, plusieurs vigilances jaunes aux vents violents, aux pluies et inondations ou encore aux vagues submersives sont encore activées pour l'ensemble de ce jeudi. Vigicru a également placé plusieurs cours d'eau en alerte orange comme le Lay ou la Sèvre nantaise car des débordements sont toujours en cours. À La Roche-sur-Yon, le plan communal de sauvegarde est activé depuis mardi par la ville. En effet, des lâchers d'eau sont régulièrement effectués depuis le barrage de Moulins-Papon afin d'évacuer les eaux de ruissellement qui arrivent d'amont. Conséquence, Lyon, elle aussi, sort de son lit. Cette situation de cheminement bloqué, c'est quasiment tous les ans, des petits chemins piétons. Par contre, là, on a quand même une cote qui est très très importante. Et moi, depuis 7 ans que je fais ce travail-là, je n'ai pas connu encore de situation aussi critique. Donc là, on est quand même dans un événement environ de récurrence décennale a priori. Actuellement, la collectivité travaille à ralentir les écoulements d'eau un petit peu partout sur l'ensemble des bassins versants. Mais en fait, c'est un travail de très longue haleine. Et donc, l'important, c'est surtout de conserver ces grandes zones vertes au cœur de La Roche. Et c'est une des chances de la ville de La Roche-sur-Yon, c'est c'est une ville à la campagne. Donc en fait, on a des grands espaces verts autour de la zone urbaine qui nous protègent de ces instants critiques. On n'est quand même pas à l'abri d'une situation dangereuse comme actuellement ou comme en 1907 où là, toutes les villes, tout le bas de La Roche-sur-Yon était complètement inondé. Et de nombreuses rues sont donc fermées à La Roche-sur-Yon et un peu partout. Donc restez informés de la situation en temps réel. Pour que les Lyonnais restent informés en temps réel, ils sont invités à s'inscrire sur un registre d'alerte disponible depuis la page Facebook de la ville ou encore sur son site internet. Je le rappelle, plusieurs dizaines de millimètres de précipitations sont encore attendus. Le Sud-Vendée n'est pas non plus épargné par les inondations. Du côté de Mareuil, le Lay a été placé en vigilance orange pour crue et est sorti de son lit, tout comme le Marié. Des protections de fortune en parpaing ou encore en palette sont mises en place par les riverains car l'eau a déjà envahi plusieurs jardins et risque dans certaines situations d'atteindre les maisons. Alors les habitants, eux, croisent les doigts. Normalement, le jardin est inondé un peu. Cette année, c'est la première fois cette mois. C'est bon parce qu'avant, nous n'avons pas les inondations cette année. Mais en hiver, c'est normal pour notre jardin. J'espère qu'il ne monte pas plus parce que s'il monte un peu plus, peut-être s'entrer dans la maison. Et ça, c'est un grand problème pour nous. Mais si ça reste dans le jardin, c'est OK. En janvier 2024, ça commence à entrer dans la maison, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans la ville qui a beaucoup de problèmes plus que nous. Et je vous le rappelle, limitez au maximum vos déplacements, ne vous engagez jamais à pied ou en voiture sur une voie immergée et conformez-vous à la sécurité routière. En bref, l'actualité en Vendée, c'est également l'effondrement du dédoublement d'un mur d'habitation en moellon, composé de pierres et de mortier. Cela s'est passé sur la commune de Saint-Aubin-la-Plaine, suite à l'expertise bâtimentaire réalisée par les sapeurs-pompiers. Un arrêté de mise en sécurité a été pris par la municipalité. Les 2 occupants ont, eux, été relogés. Direction la commune d'Esnay désormais, où le lycée Colette-Lebray s'est récemment vu remettre officiellement le label Fourchette des mains de la vice-présidente de la région en charge de l'agriculture. Un label décerné dans le cadre de l'opération Ici on cuisine, lancée par la région il y a 6 mois et dont l'objectif est de mettre des produits régionaux dans l'assiette des lycéennes et des lycéens. D'avoir un bon restaurant scolaire, ça c'est hyper important parce qu'on sait très bien dire dans un établissement la cantine n'est pas bonne, quand elle est bonne on sait aussi le dire. Ça vraiment quelque chose qui m'a marqué. Premier trimestre conseil de classe, en questions diverses en fin de conseil de classe, on veut remercier l'équipe de cuisine, c'est vraiment très bon. C'est plus agréable que d'entendre il n'y a pas assez à manger, c'est pas bon. Donc c'est vraiment une vraie satisfaction et une vraie volonté depuis l'ouverture de l'établissement avec les équipes. Ce qui est marrant, c'est que les élèves se reconnaissent quand on dit que c'est du bœuf de Couëc. J'habite Couëc, je connais la ferme et ça les attire. On a le port qui vient de Loger, c'est pas loin. Oui, tiens, je connais. Et c'est ça.
c'est la provenance, la localité qui les marque plus que la nourriture. C'est ça qui est assez comique, c'est qu'ils se voient, ils voient la ferme et ils disent « Ah tiens, oui, je connais, donc j'en prends ». Un label qui attribue donc une fourchette pour 30% de produits régionaux, 2 fourchettes pour 40% et enfin 50% de produits en provenance des Pays de la Loire permet d'octroyer une 3e fourchette. Par ailleurs, la question du gaspillage et du coût des repas reste des priorités. On n'a aucune corrélation entre le nombre de fourchettes, le prix de la denrée et le prix du repas. Voilà, on pourrait dire ceux qui sont à 3 fourchettes, ils ont un prix de la denrée au-dessus des autres et un prix du repas. C'est pas vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un prix denrée convenable pour rémunérer l'agriculteur, le producteur. Mais autour du prix repas, il y a le prix denrée, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute cette notion de gaspillage alimentaire et de portions, en fait, pour le lycéen et la lycéenne. Un mot de santé maintenant avec la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie, classée en zone d'intervention prioritaire. Comprenez, en manque de professionnels, les 4 pôles de santé du territoire sont déjà tous occupés et la place commence donc à manquer pour pouvoir accueillir les patients dans les meilleures conditions. C'est dans ce contexte que vient d'être inaugurée après un an de travaux l'extension du pôle santé de Bazoges-en-Parais, l'objectif étant d'accroître sa capacité d'accueil et d'accompagner l'émergence de nouvelles pratiques. On a vraiment donc travaillé sur le bâtiment, quelle surface, quels professionnels on accueille. Et c'est comme ça que sur Bazoges, on a plutôt travaillé un bâtiment pour accueillir médecins, infirmières, et éventuellement aussi un autre professionnel de santé, style orthophoniste ou sage-femme, qui nous manque aussi énormément. On a fait des bureaux pour que les médecins aussi puissent travailler avec les nouvelles pratiques, c'est-à-dire avec une assistante médicale, avec une secrétaire, aussi pouvoir accueillir des internes et autres nouvelles professions telles que les infirmières en pratique avancée. L'extension permet en fait d'avoir une géométrie variable, on va dire, dans les consultations. On peut très bien effectivement consulter à deux. On peut changer de bureau. Elle peut installer quelqu'un s'il y a une urgence qui est signalée par la secrétaire. On a réalisé des examens à côté. Enfin, c'est vrai que d'avoir des bureaux nous permet vraiment un confort de pratique intéressant en fait. Et dans le secteur, le pôle de la Châtaigneraie est lui aussi en train de s'agrandir. Les pôles santé de Mouilleron, Saint-Germain et Saint-Pierre-du-Chemin vont eux aussi être reconstruits à neuf en 2027. On reste dans le thème de la santé avec l'opération Bouger contre le diabète, un événement organisé par l'association Diabète Action, créée en 2023, qui a pour but de promouvoir l'activité sportive chez les diabétiques de type 1 et de proposer des défis sportifs. Une action de solidarité était donc récemment organisée avec un acteur du sport local du Poiré-sur-Vie pour financer le prochain projet sportif de l'association qui consistera à réaliser une randonnée dans les Pyrénées en juillet prochain. L'objet de ce défi, c'est de montrer que l'activité physique est possible pour tous les patients diabétiques de type 1 et qu'il faut être ensemble et que le fait d'être ensemble, c'est la possibilité d'aller plus loin. C'est la deuxième fois que l'Orange Bleu nous soutient. Il y a 2 ans, ils nous avaient soutenus à Esnay. Donc c'est vraiment super d'avoir une entreprise comme ça qui nous soutient et qui nous permet aussi de communiquer sur le diabète, et notamment le diabète de type 1. Le sport permet de réguler mieux la glycémie. Et ça permet aussi de s'oxygéner, etc. Enfin, c'est un ensemble complet qui est hyper important. Mais surtout, ça permet de bien réguler la glycémie et aussi ça nous permet de montrer qu'on peut aussi faire comme tout le monde finalement, en fait, malgré le diabète, quoi. On est super heureux de pouvoir les accueillir ici, de participer à ça, parce que pour nous, le sport, c'est le bien-être, mais c'est aussi la santé. Et donc, le fait de pouvoir organiser un événement avec eux, c'est de pouvoir prouver que tout le monde peut faire du sport. Et on termine ce journal avec un mot de cyclisme. Demain, vendredi, sera donné le coup d'envoi de la 39e édition du Circuit des plages vendéennes. Une épreuve dont le format fait peau neuve et qui fait partie des premiers rendez-vous de l'élite du cyclisme amateur en France. La 5e édition féminine sera, elle, lancée vendredi prochain. Le programme et les détails avec Simon Felipeau.
Le circuit des plages vendéennes est une épreuve élite nationale, c'est-à-dire le plus haut niveau du cyclisme amateur français, l'antichambre du cyclisme professionnel. De nombreux coureurs qui s'y sont illustrés, d'ailleurs, sont passés ensuite chez les pros. C'est le cas du vainqueur de l'édition 2025, l'Australien Matthew Fox, qui court désormais pour la formation belge Lotto Intermarché. Pour cette 39e édition, 24 équipes seront donc au départ. Nous retrouverons 2 formations vendéennes, le Vendée-U Priméo Énergie, avec notamment Lucas Menanto, le jeune pistard vendéen, et le team LMP La Roche Vendée Cyclisme, mais aussi l'équipe réserve de la formation professionnelle Groupama FDJ United, avec Johan Blanc, le vice-champion du monde U19, ou encore le Vélo Club Rouen 76, meilleure équipe de National 1 l'an passé, où nous retrouverons un certain Donovan Grondin, médaillé de bronze au JO de Tokyo. Ils vont s'affronter sur 6 étapes réparties sur 2 week-ends. La première se déroulera donc demain à Saint-Fulgent, puis ensuite ce sera Soulan, Saint-Paul-Montpény, Champ-Saint-Père, Saint-Urbain avec un contre-la-montre par équipe et enfin Compiègne le 22 février. Voici pour le programme de la course homme. On regarde maintenant le circuit des plages vendéennes féminin dont ce sera la 5e édition. Les épreuves se dérouleront en parallèle des épreuves hommes le 21 février à Saint-Urbain avec une étape classique et le lendemain le 22 février à Compiègne avec un contre-la-montre par équipe. 18 formations sont engagées sur l'épreuve femmes, avec notamment une formation vendéenne qui est l'une des meilleures équipes françaises, la Vendée féminine RVC, où l'on retrouve Sarah Pop, la championne de France 2024, ou encore Océane Guergen, victorieuse sur plusieurs belles épreuves l'an passé. Pour les femmes, le circuit des plages vendéennes est le premier rendez-vous de la saison, alors que du côté des hommes, certains ont déjà commencé à l'essor basque. Et je vous rappelle que l'ensemble des épreuves seront à retrouver en direct sur notre antenne ce week-end et le week-end prochain. Les 2 dernières heures de chacune des journées seront donc à suivre sur TV Vendée. Un mot de la météo, je vous le rappelle, avec la tempête Nils qui s'abat actuellement sur la Vendée. Des perturbations pluvieuses balaient l'ensemble de la Vendée. Des vigilances jaunes sont toujours d'actualité. Vigilance jaune aux orages, au vent violent, à la pluie, aux crues et aux vagues submersion. Attention au vent violent donc qui devrait atteindre les 100 km/h localement aujourd'hui en Vendée. Les conséquences directes de ces conditions météorologiques sont bien évidemment des coupures d'électricité. Enedis est par exemple en travaux du côté des Sables-d'Olonne et indique que ces travaux se termineront normalement dans le courant de l'après-midi. Ce matin, des coupures d'électricité sont toujours en cours du côté des Herbiers par exemple. Et nous vous posons chaque jour une question en lien avec l'actualité de la Vendée, une question en lien justement avec le programme sportif de ces prochains jours que vient de vous présenter Simon Philippot. Serez-vous au bord des routes ce week-end pour suivre les coureurs du circuit des plages vendéennes? N'hésitez pas à nous partager vos réponses en commentaire sur les bons plans que vous auriez pour pouvoir aller observer les coureurs sur les différents parcours ces prochains jours. Un SMS sur le WhatsApp de la matinale est également conseillé si vous le pouvez. Et nous passons désormais à la chronique du jour. Au programme de ce jeudi 12 février, le 2e numéro de votre nouvelle chronique de la matinale « Explique-moi ma mairie ». Un peu plus d'un mois du premier tour des élections municipales, Explique-moi ma mairie présente chaque semaine une thématique en lien avec les élections, droit de vote, pouvoir des maires ou encore comment se passe un dépouillement. Dans ce 2e numéro, Caroline Tronche répond à ces 2 questions. Qui peut voter et qui peut se présenter? À quoi ça sert? De toute façon, ça ne sert plus à rien. C'est quoi le conseil municipal? Ah bon, le conseil municipal? Le maire, le maire, c'est vraiment lui qui décide de tout. Bienvenue à Martinez, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Explique-moi ma mairie. Vous avez compris le principe, nous sommes ensemble pendant quelques minutes pour essayer de mieux comprendre le scrutin des municipales 2026 et plus largement la vie et le fonctionnement d'une commune et donc forcément de son conseil municipal et donc forcément de son maire. On parlera notamment des compétences dans les prochains numéros d'un conseil municipal et du maire. Oui, en général, c'est l'élu d'ultra proximité, celui qu'on croise dans la rue. Et à qui on va confier un petit peu tous nos tracas du quotidien, sauf que le maire, eh bien, il n'a pas la main sur tout, évidemment, mais ça, c'est l'objet d'un prochain numéro. Non, aujourd'hui, je voulais vous parler donc des conditions pour devenir électeur
et des conditions pour se présenter. Avec une date tout d'abord à retenir, c'est le 29 avril 1945. Et oui, mesdames, c'est ce jour-là que nous avons pu pour la première fois voter. Et justement, c'était à l'occasion d'élections municipales. Premières élections municipales auxquelles les femmes ont pu participer. Aujourd'hui, en 2026, comment on fait pour voter? Déjà, il faut être inscrit sur les listes électorales. Et donc, pour être inscrit, il faut, première condition, être majeur. N'oubliez pas d'aller vous signaler en mairie, même si parfois ça se fait automatiquement. Il vaut mieux aller bien vérifier que vous êtes inscrit. Si vous avez déménagé également, même si c'est au sein de votre commune, vous avez changé de quartier, allez dire à votre mairie que vous avez déménagé. Dans le reste des critères pour devenir votant, il faut avoir la nationalité française ou être citoyen de l'Union européenne. Car le scrutin des municipales, il concerne tout le monde, même un Européen qui habiterait dans la commune. Il a le droit de voter pour élire son conseil municipal. Le jour du vote, il faut évidemment avoir à portée de main, en tout cas c'est fortement conseillé, sa carte électorale. Alors sachez que ce n'est pas obligatoire de l'avoir cette carte électorale et de la présenter, c'est plutôt pour vous, pour garder aussi un souvenir après du jour du scrutin. Ce qui est obligatoire en tout cas, à l'inverse, c'est une pièce d'identité. Alors on pense tous à notre carte d'identité, au permis ou encore au passeport, mais il y a plein d'autres documents et la liste est précisée sur le site de la préfecture pour pouvoir justifier de votre identité, comme la carte vitale par exemple. Vous le saviez ça? À partir du moment où vous avez votre photo sur la carte vitale, vous pouvez l'utiliser comme une pièce d'identité. Donc, une fois que vous avez tout ceci, eh bien, vous allez pouvoir aller voter le jour des municipales 2026. Qui peut se présenter? Alors là, pour le scrutin de cette année, c'est peut-être un petit peu trop tard. Mais sachez que d'une manière générale, pour se présenter sur une liste dans le cadre des municipales, il faut avoir la nationalité française ou être ressortissant de l'Union européenne, être majeur le jour du scrutin, être électeur de la commune où vous vous présentez, ou avoir un lien fiscal avec elle. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'habiter dans la commune où vous vous présentez, mais il faut quand même que votre entreprise, par exemple, elle, y soit domiciliée. Il faut n'être candidat, évidemment, que dans une seule commune. On ne va pas courir plusieurs lièvres à la fois et avoir satisfait ses obligations militaires. Combien de personnes sur cette liste? Eh bien là, ça va dépendre du nombre d'habitants que vous avez dans votre commune. Je vous disais qu'ici à Martinez, où nous sommes pour ces émissions, il y a à peu près 1200 habitants. Eh bien, sur le site de la préfecture, vous allez vérifier en fonction du nombre d'habitants le nombre de conseillers que nous aurons. En Vendée, la plus petite commune, en tout cas au dernier recensement, c'est Marillé. On a un peu plus de 110 habitants. Eh bien, on a 11 conseillers municipaux. La commune la plus peuplée, c'est l'agglo de La Roche-sur-Yon, avec un peu plus de 98 000 habitants au dernier recensement. Eh bien là, on a 53 conseillers. On n'oublie pas la parité, évidemment, un homme, une femme à chaque fois sur la liste qui alterne. La première personne peut être un homme comme elle peut être une femme. Là, il n'y a aucune obligation. Maintenant, vous savez qui peut voter, qui peut se présenter. Reste à savoir comment ça se passe le jour du vote. Eh bien, on va rentrer à la mairie pour voir comment ça se passe. En attendant, vous en savez un petit peu plus justement sur votre mairie et vos voisins aussi. Un nouvel épisode de Explique-moi ma mairie à retrouver sur notre site tvvendée.fr. Place au pourquoi de la rédaction. Et on reste dans la thématique des élections municipales avec cette question: comment gérer ma procuration? C'est le lieutenant-colonel Thomas Tartarin qui répond à cette question. Dans le cadre des élections municipales à venir et dans le cadre des élections précédentes, une application Internet avait été mise en place pour vous permettre de pré-remplir votre procuration. Et cette préinscription devait se finaliser par un déplacement en gendarmerie ou en police pour faire valider votre identité. Désormais, la nouveauté réside dans le cas où vous détiendrez un compte vérifié, une identité vérifiée via le compte France Connect. La dernière phase de déplacement en gendarmerie ou police n'est plus nécessaire et vous pourriez faire non seulement le pré-remplissage de votre procuration sur votre téléphone ou votre ordinateur, mais également la phase de validation d'identité sur ces mêmes outils, ce qui vous permettrait d'assurer l'entièreté de cette démarche de procuration entièrement depuis chez vous, sur votre téléphone ou votre ordinateur.
Alors il suffit de se connecter sur le site internet maprocuration.gouv.fr et puis vous êtes guidé depuis ce site pas à pas. Il n'y a, je vous rassure, aucune difficulté, la démarche est très simple. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans la matinale, un panier garni de produits locaux offerts par le casse-croûte vendéen. La question à laquelle il vous faut répondre, la voici. Comment s'appellent les 2 athlètes qui représentent la Vendée aux Jeux Olympiques d'hiver 2026 en Italie, Jeux Olympiques qui se déroulent à Milan et à Cortina d'Ampezzo, qui ont déjà commencé et qui se déroulent actuellement. Un 4e indice, en ce jeudi, l'une des 2 athlètes dont nous cherchons le nom et le prénom a été maman l'année dernière et cela fait désormais 1 an presque qu'elle est devenue maman. Voici donc une information supplémentaire pour trouver le nom et le prénom de cet athlète que nous avons suivi bien évidemment dans ces dernières performances sportives. Pour répondre au jeu de la matinale, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site tvvendée.fr, rubrique Jeux. Vous avez jusqu'à demain midi pour le faire. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 12h30 dans votre journal de la mi-journée. À très vite sur TV Vendée.